la parole à des personnalités politiques que l'on entend moins, à savoir des jeunes militants, acteurs locaux de la campagne et engagés au quotidien pour la victoire de leurs candidats. Nous recevons donc Tristan Lahaye et Anaïs Géano. Bonsoir. Anaïs, vous avez 28 ans, vous êtes directrice adjointe d'hôpital et vous militez au sein des Jeunes Populaires, organisation de jeunesse de l'UMP. Tristan, vous avez 28 ans également, vous êtes conseiller technique en charge des politiques de solidarité au Conseil général d'Ille-et-Vilaine et vous adhérez au Parti socialiste. Vous disposerez durant ce débat d'un temps de parole égal. Je précise aussi que les internautes qui nous suivent en direct peuvent nous envoyer vos questions via Twitter, questions que nous relayerons ensuite. Ma première question s'adresse à vous, Anaïs, puisque le tirage au sort en a décidé ainsi. On va rentrer dans le vif du sujet. Question d'actualité. On a assisté durant ce second tour, cet entre-deux tours de l'élection, à ce que certains ont appelé une surenchère pour capter les voix du Front National. Quand Nicolas Sarkozy parle de vrai travail, quand Gérard Longuet parle de Marine Le Pen comme étant une interlocutrice possible, est-ce que cela vous choque ou pas ? Alors déjà en premier lieu, je tenais à vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui et notamment de faire ce débat, puisque nous allons pouvoir avoir un débat alors que je remarque que François Hollande au plan national a refusé les 3 débats qui étaient proposés par Nicolas Sarkozy. Donc au moins, au niveau local, les Français pourront avoir un débat supplémentaire qui pourront les éclairer. Donc, en ce qui concerne votre question, il n'y a pas de droitisation, comme on peut l'entendre, du discours de Nicolas Sarkozy. Simplement, une prise en compte des votes du premier tour et d'une certaine parole de la France, notamment, qui a souffert avec la crise, qui a adressé un message aux candidats. Avec le président, d'ailleurs, l'a rappelé dernièrement, il n'y a aucune alliance avec le Front National. Il n'y aura aucune alliance avec ces derniers, donc les lignes sont très claires, alors que le Parti socialiste, lui, ne refuse pas l'alliance avec le Front de gauche, et on voit bien d'ailleurs les problèmes que ça peut poser. Nous sommes dans une ligne claire, aucune alliance avec le Front National, simplement une prise en compte de certaines aspirations des électeurs, sans avoir aucun propos excessif. Mais vous, à titre personnel, par exemple, quand Gérard Longuet indique que Marine Le Pen est une interlocutrice possible de l'UMP, à titre personnel, vous en pensez quoi? Vous êtes sur la même ligne ou vous estimez que ça va un peu trop loin? Moi, je suis sur la ligne de Nicolas Sarkozy, qui est effectivement pas d'alliance avec le Front National. Donc, évidemment, quand des thématiques importantes peuvent être soulevées par ces derniers, il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche et de nier sur certains sujets importants, mais il n'y a pas d'alliance à avoir avec eux. Tristan Lahaye, la clarté du côté de l'UMP, le flou du côté du PS? Je ne crois pas que la droite fasse preuve de beaucoup de clarté en ce moment, et je crois que par contre que François Hollande a indiqué depuis le départ la ligne de conduite qui serait la sienne, et je ne crois pas qu'il ait changé de cap depuis le début de cette campagne présidentielle. Il avait dit qu'il s'engagerait sur 60 engagements, je les ai pris avec moi aujourd'hui, c'est ceux-là, ils n'ont pas bougé depuis le début de la campagne, ils demeurent, ils sont ce qu'ils étaient la veille du premier tour, ils sont toujours les mêmes à la veille du second tour. Et François Hollande, si il prend évidemment acte du vote des Français lors du premier tour de l'élection présidentielle, sa tâche, sa mission, son leitmotiv dans cette campagne présidentielle, c'est précisément de convaincre ceux qui sont encore indécis de la nécessité de changer, de redresser la France, de mettre plus de justice, notamment sociale, dans ce pays. Et c'est son seul credo dans cette bataille, dans cet affrontement démocratique. Et oui, incontestablement, la clarté, pour reprendre l'expression d'ailleurs de François Hollande, la clarté de l'UMP n'est pas lumineuse sur la question du Front National, puisque ce ne sont pas quelques personnalités politiques anodines qui se sont prononcées, mais des ministres en exercice, des ministres d'État, garants non seulement normalement de la parole politique du candidat président, mais également garants de l'État et de la République. Et on ne peut que s'inquiéter de cette situation. Je crois qu'elle est néfaste non seulement pour cette campagne présidentielle, mais également pour la démocratie. Je ne crois pas, et je crois que l'UMP aurait intérêt à le dire tel quel, je ne crois pas que le Front National, l'extrême droite, puisse à aucun moment être un interlocuteur des partis politiques républicains. Et le front de gauche, par contre, ça pose moins de soucis.
Mais à ma connaissance, le Front de gauche n'a jamais contesté ni la République, ni développé des thèses xénophobes ou autres. Ça, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon qui n'engagent que lui, mais je lis les programmes, et dans cela, nous savons qu'avec le Front de gauche ou les communistes de façon générale, nous dirigeons des collectivités sans que cela porte atteinte, à mon sens, à la République dans nos territoires. Donc, je crois que ça n'est pas un sujet, et le Front de gauche et le Front national ne sont pas des formations politiques comparables. Vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Malgré tout, je conteste le fait que la clarté ne soit pas lumineuse, puisqu'au contraire, je pense que la ligne a été très claire et très clairement énoncée. Maintenant, certaines propositions du Front de gauche n'engagent, d'après vous, que M. Mélenchon, mais qui s'est présenté, qui était candidat à l'élection présidentielle, qui est votre partenaire et qui a pu déclarer des choses telles que Cuba une démocratie, et aussi des propositions qui heurtent certains principes républicains démocratiques. Je ne crois pas qu'en matière de dictature, vous ayez beaucoup de leçons à donner en ce moment, eu égard aux révélations qu'on entend tous les jours sur les relations de M. Sarkozy, de la République française, malheureusement, et de certaines dictatures au Moyen-Orient. Ce ne sont pas des choses du tout, d'abord il n'y a rien de prouvé, comme par hasard d'ailleurs, ces éléments sortent à 4 jours du scrutin, on peut se demander pourquoi, comment, les intentions de manipulation. Une enquête a été ouverte. Et je vous rappellerai également que justement toute l'action du président a été tournée vers l'essor des démocraties et notamment sur le dossier de la Libye. Donc je pense que ces propos méritent d'être quand même tout à fait pondérés. Mais sur la ligne qu'a pris quand même Nicolas Sarkozy sur cette campagne, est-ce que vous n'avez pas peur? On sait que l'Ille-et-Vilaine, c'est quand même un théâtre centriste. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre des voix des centristes? Parce que Bayrou a quand même fait un score relativement intéressant au premier tour, malgré tout, même s'il y a eu un effondrement de ses voix. Est-ce que vous craignez pas ça, de perdre les voix des centristes au second tour à cause de... Alors je rappellerai aussi que nous également, nous-mêmes, nous avons un programme, des propositions pour une France forte et juste, et qui sont cohérentes. Il n'y a pas eu de changement de ligne directrice entre le premier tour et le second tour. Nous avons les mêmes propositions. Donc nous avons une ligne qui est la même. Par rapport au centrisme, nous avons beaucoup de points communs, notamment sur notre programme économique. Nous sommes en adéquation sur la maîtrise des dépenses publiques, la maîtrise du déficit public, et nous avons donc beaucoup de points en commun. D'ailleurs, le discours du 1er mai sur le travail était totalement en concordance avec les valeurs centristes. Et au niveau local, nous portons les valeurs du centre et de la droite dans nos propositions de manière permanente. On a parlé notamment de la règle d'or inscrite dans la Constitution. C'était l'un des éléments de réponse à la lettre de François Bayrou qui a été envoyée aux deux candidats. C'est ce que vous allez... ce que vous dites centriste aujourd'hui, c'est la crise budgétaire. Notamment, effectivement, c'est un des points très importants qui a été demandé par François Bayrou dans sa lettre, et un point sur lequel nous souscrivons et que nous avons porté d'ailleurs, depuis 2007, nous avons porté la maîtrise des déficits publics sans mener une politique de rigueur d'ailleurs qui serait péjorative contre la croissance, puisque j'insiste par rapport aux arguments que nous pouvons entendre de nos partenaires socialistes qui nous indiquent effectivement que la croissance n'est pas au cœur ni du pacte mené par Nicolas Sarkozy. Au contraire, c'est une politique qui a été menée de maîtrise des déficits sans être une politique de rigueur contre-productive pour la croissance. Donc là, nous sommes totalement en phase. De la même façon, nous partageons des valeurs tout à fait communes avec le centre, que ce soit des valeurs également sur la moralisation de la vie politique, puisque je sais que François Hollande fait un battage de ces éléments, mais également nous aussi, et d'ailleurs nous l'avons prouvé avec la réforme constitutionnelle dès 2007, qui a introduit énormément d'éléments pour moraliser la vie politique, et qui a renforcé les pouvoirs du Parlement notamment. Non, on a l'occasion d'en reparler. D'une manière plus générale, comment est-ce que vous avez vécu cette campagne? On a entendu de temps en temps des relents un peu populistes, d'un côté comme de l'autre. On a parlé de faible engouement, malgré une participation qui s'est révélée plutôt bonne. On a eu du mal à saisir la direction générale de cette campagne, les grandes thématiques, les lignes de force. Comment vous, sur le terrain, vous l'avez vécu, Tristan? D'abord, je ne crois pas qu'à aucun moment que ce soit dans cette campagne,
François Hollande ait été accusé de développer une ligne populiste. On parlait de la campagne. Je précise parce que il ne faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ça, c'est une proposition, c'est pas nécessairement du populisme. On en débat et moi je suis tout à fait prêt à en débattre. Je crois que ce sera un des éléments du débat par la suite ce soir. Mais je voudrais revenir sur 2-3 éléments, puisqu'on est dans la partie actualité du débat de ce soir. Je voudrais d'abord dire que, incontestablement, depuis le début du second tour de l'élection présidentielle, depuis le début du débat de l'entre-deux tours, comme par hasard, l'immigration, la nation, les frontières sont devenus les thèmes centraux du débat. Si vous voulez mettre ces thèmes-là au cœur du débat, c'est votre opinion, c'est votre choix. François Hollande s'est emparé du sujet. Nous nous estimons, il a dit précisément qu'il ne trouvait pas normal qu'on fasse de cette question la question centrale de l'entre-deux tours des élections présidentielles. Et permettez-moi de terminer en disant que, de mon point de vue, la grande leçon des derniers scrutins électoraux, quels qu'ils soient, c'est que c'est la question sociale et la question économique, la question de la justice sociale, qui est la question centrale. Et d'ailleurs, le vote de celles et ceux qui ont voté pour le Front National au premier tour n'était pas nécessairement un vote dirigé contre l'étranger ou je ne sais quoi. Donc, charge à vous êtes libre d'interpréter ce vote comme vous l'entendez, mais nous estimons que précisément, nous avons des réponses adaptées, sociales, et qui ne sont pas des réponses populistes qui font appel aux pulsions, mais qui font appel précisément à la raison. Et je terminerai sur un point, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les dictatures, et je me suis permis de vous répondre sur Kadhafi. Une question. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a-t-il pas demandé un référé sur cette question? Il aurait eu la réponse avant dimanche, avant le second tour des élections présidentielles. Il ne l'a pas fait. Il renvoie donc la décision judiciaire à plus tard, après les élections présidentielles, soit. Mais il y avait d'autres procédures possibles. Et je regrette que, encore une fois, nous n'ayons pas fait la clarté sur cette affaire. Je crois que ça aurait été un élément de décision utile pour les Français. Permettez-moi de vous dire quand même qu'il ne faut pas mélanger vie politique, vie judiciaire, ce sont deux instants différents. Mélanger à quelques jours du scrutin un élément judiciaire et un élément politique, il faut laisser le temps à la justice de faire son travail, et notamment de voir les tentatives de manipulation, démagogique d'ailleurs, et à caractère populiste également, puisque c'est également des éléments populistes que d'aller justement mettre des questions d'ordre judiciaire à quelques jours d'un scrutin. Et je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que nous ne mettons pas des questions populistes au cœur de la campagne, puisque le vote Front National, nous l'interprétons également comme une question en lien avec la crise. Oui, sur ce point-là, vous êtes d'accord? C'est un vote de crise. C'est un vote de crise, et la question de la frontière... Une crise sociale, pas identitaire. La question de la frontière a un sens beaucoup plus large qu'uniquement la frontière et les questions migratoires. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, dans son discours de dimanche dernier, l'a très bien précisé en abordant les différents aspects du mot frontière. Également la frontière entre la justice sociale, tous les éléments qu'on peut mettre en place sur les exilés fiscaux, ça fait aussi partie de cette notion de frontière et de la place de la France dans une Europe forte, France forte, mais dans une Europe forte et par rapport au monde. Donc c'est beaucoup plus large, il ne faut pas réduire du tout nos propositions comme veulent le faire certains et comme vous venez de le faire, de le réduire aux questions d'immigration purement ou de frontières. Ce n'est pas du tout notre position, si vous écoutez bien les discours, notamment de notre président. Est-ce que vos deux partis respectifs n'ont pas nourri également les thèmes et les thèses du Front National? Le PS d'un côté peut-être en minimisant ou en faisant abstraction de certaines thématiques, l'UMP en nourrissant à l'inverse ces thématiques, discours de Grenoble, immigration, frontières. C'est ce que reprochent un peu certains responsables de l'UMP aujourd'hui, en disant que finalement c'est la droitisation de la campagne qui a fait monter le Front National. Alain Juppé l'a sous-entendu, Jean-Pierre Raffarin l'a sous-entendu aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Je ne pense pas, parce qu'au contraire, masquer la vérité ou de certaines questions que se posent les Français n'a jamais permis de ne pas voter Front National. On l'a bien vu en 2002, où justement toutes les questions avaient été éludées par notamment Lionel Jospin à l'époque et par la gauche, où il n'y avait pas de problème de sécurité en France notamment. On a vu ce que ça a donné avec Jean-Marie Le Pen au second tour. Donc parler des questions soulevées ne veut pas dire qu'on en adopte des thèses ou qu'on en adopte les actions. Mais mettre au devant les questions que peuvent se poser les Français n'a jamais augmenté le Front National, au contraire. Tristan ?
Non, mais je ne crois pas que François Hollande ait minimisé les questions relatives à la crise. Si nous estimons que le Front National est le produit politique de la crise que nous traversons, qui est pas simplement, qui est une crise sociale, une crise économique, qui est aussi une crise politique de confiance dans la représentation politique. Je crois à cet égard que, je me répète, mais Nicolas Sarkozy a une responsabilité, et l'UMP de façon générale a une responsabilité lourde dans la crise politique que nous traversons actuellement. Le score du Front National montre que François Hollande n'a peut-être pas su apporter les réponses dans sa campagne aux gens qui ont voté Front National. François Hollande a fini le premier tour des élections présidentielles en tête du premier tour. Donc, certes, nous n'avons pas convaincu tous ceux que nous voulions convaincre, mais on en a convaincu une partie. Maintenant, bien sûr, il y a de nombreux électeurs du Front National, mais également de l'UMP, du Modem, du Front de gauche, peu importe, que nous aspirons à défendre, parce que ce sont des électeurs qui auraient intérêt, à notre avis, à ce qu'une politique de justice sociale soit mise en place en France. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème concernant François Hollande. Nous estimons qu'à la crise politique qui aujourd'hui est présente, il faut du changement, et c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les gens que la République, que l'engagement politique, que le vote sont utiles pour changer leur vie. On va passer à la seconde thématique de ce débat, à savoir la jeunesse. Tous les deux parties de la catégorie jeune. On en est, je regarde les chronos, à environ 6 minutes de temps de parole chacun, donc c'est bien, on est plutôt égalitaire. Concernant la jeunesse et l'emploi plus particulièrement, François Hollande propose de créer 150 000 emplois d'avenir. Est-ce que c'est pas un peu retour vers le futur, retour vers les emplois jeunes? Et comment est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Il y a deux questions dans votre interrogation. La première, c'est effectivement le dispositif en tant que tel. Effectivement, l'idée, c'est de donner un coup de pouce pour les jeunes de façon à résoudre une partie du problème de la jeunesse aujourd'hui, qui est l'insertion durable sur le marché du travail. Et à ce sujet, je vois pourquoi on pointerait du doigt comme ça les emplois jeunes. C'est un dispositif qui, à notre avis, a fonctionné et qui a permis... C'est des emplois précaires, c'est des emplois qui sont... Oui, mais qui, pour bon nombre d'entre eux, ont été pérennisés. Et d'autre part, ces 150 000 emplois d'avenir, ils les destinent dans les quartiers et dans les zones, dans les territoires en France qui sont les plus fragiles, qu'il s'agisse des zones rurales qui sont en difficulté ou des quartiers populaires des grandes cités urbaines. Donc voilà, c'est un dispositif qui nous paraît être utile pour que les jeunes puissent s'insérer véritablement sur le marché du travail. Anaïs, 150 000 emplois d'avenir, solution d'avenir? Alors, solution d'avenir, moi je dirais plutôt effectivement solution du passé. Mais là, c'est de la rhétorique. Ce n'est pas de la rhétorique, ça a été quand même mené par le gouvernement Jospin. Il n'y a pas eu d'effet. Moi, je vous demanderais de me dire quels sensible baisse du chômage, quand même. Entre 1997 et 2002. Dans une conjoncture mondiale qui n'est pas la conjoncture actuelle. Nous n'avons pas que des slogans avec des emplois aidés, nous avons un bilan. Nous avons des chiffres, nous avons des éléments probants. Nous avons mené une politique très active en faveur de la jeunesse, avec un plan pour l'emploi des jeunes de plus de 1,3 milliard d'euros, avec un axe très important sur l'accompagnement et l'insertion professionnelle. Que nous ne voulons pas de jeunes qui vivent dans l'assistance, nous voulons une politique volontariste de jeunes qui ont un emploi, qui peuvent avoir un avenir. Et donc, tout le bilan du quinquennat qui a été mené, ça a été un développement important de la formation en alternance. Cette dernière, on sait très bien que ça conduit à plus de 80% de chances d'avoir un emploi. Un développement de l'apprentissage très important, plus de 564 000 personnes en alternance en 2010, où vraiment le pilier de notre politique, c'est l'emploi, qui a été conjugué à une politique très volontariste sur la formation, puisqu'effectivement, pour que les jeunes puissent avoir un meilleur emploi, il faut une meilleure formation. Réforme de l'université, qui a été un pilier très important, avec plus de 5 milliards d'euros de budget pour l'université, un budget jamais consacré. On dépense plus de 10 100 euros par étudiant. Avant, c'était 8 000 euros en 2006. Donc on voit bien vraiment un axe très fort. La réforme du lycée professionnel. Et nous avons aussi mené une politique envers la jeunesse
plus large même que l'aspect purement, simplement formation ou pilier économique, également un volet social d'accompagnement. Nous avons créé le 10e mois pour les boursiers. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite Nous allons continuer de renforcer cette politique avec notamment, alors par rapport aux emplois aidés, nous parlons de valoriser le travail avec 50%. Là, c'est quand même du travail, les emplois aidés. C'est des gens qui travaillent. Ce sont du travail, mais un travail non pérenne. Une fois que les emplois aidés, de l'emploi public, donc comment financez-vous tous ces éléments? Moi, c'est une question que je me pose très concrètement. On n'a pas de réponse d'ailleurs. Ah si. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de réponse. Vous m'avez parlé tout à l'heure des 75% d'imposition des revenus supérieurs à 1 million d'euros par an. Mais ça ne va pas rapporter assez. Non, mais de façon générale, la réponse, elle est de deux ordres. Elle est d'une part en direction de la réforme fiscale que nous voulons mettre en œuvre, et d'autre part, elle est dans le fait que nous ne souhaitons pas, nous, développer une politique de rigueur. Et nous pensons, comme d'ailleurs la plupart des économistes sérieux le disent, qu'il ne faut pas, en période de crise, et lorsqu'on est au creux de la vague, eh bien, arrêter justement de financer l'économie, mais il faut au contraire amorcer la pompe pour permettre le redressement du pays. Et si je peux me permettre, la plupart des pays d'Europe qui ne font pas cette politique, qui font des politiques précisément de rigueur ou d'austérité, en tout cas de réduction sensible de la dépense publique, eh bien, aboutissent au résultat contraire que celui escompté. On espère que l'on va rétablir les comptes publics en baissant sensiblement la dépense publique, mais puisque ça ne provoque pas de croissance, au contraire, ça provoque la récession, finalement on s'enfonce dans la crise et les comptes publics attendus qu'ils étaient améliorés sont finalement dégradés. Donc c'est à cette logique-là que nous voulons mettre un terme avec François Hollande. Alors je vous rappellerai que la politique de rigueur, ça a un sens, parce que c'est un mot un peu galvaudé, austérité, rigueur. Pour vous renvoyer au cours d'économie, la politique de rigueur, ça a vraiment un sens. C'est la baisse des pensions des fonctionnaires, c'est la baisse des retraites, c'est des politiques qui peuvent être Le gel du point d'indice, en c'est à peu près Grèce ce ou en à quoi Espagne, ça s'assimile. parce que justement, il n'y a pas de maîtrise des dépenses publiques. Et au contraire, la politique menée, c'est la maîtrise des dépenses publiques qui conduit à ne pas contracter la croissance économique. C'est tout à fait l'inverse. Et je voudrais juste quand même ajouter que la mesure fiscale dont vous parlez, de taxation à plus 75%, votre candidat lui-même a reconnu que c'était une mesure symbolique, gadget, pour justement morale. Simplement morale ou gadget. Peut-être c'est du morale, gadget pour vous, mais morale, elle ne rapporte rien fiscalement, donc elle ne compensera pas du tout vos emplois aidés. Vous parliez de la dette a augmenté depuis 2007. Alors, nous avons une crise économique, ce qui ne vous a pas échappé, majeure. 3 crises d'ailleurs, une crise économique, mais une crise financière et une crise des dépenses publiques. Donc cette crise a entraîné notamment une majoration de la dette. Et je voudrais attirer aussi l'attention de nos auditeurs sur le fait que la dette est aussi liée à la hausse des collectivités territoriales, majoritairement gérées par la gauche, avec une hausse très importante des emplois publics qui n'est pas en lien avec la décentralisation, parce que c'est bien sûr ce qui va m'être rétorqué, mais on voit que de manière très importante, il n'y a pas corrélation entre les emplois publics et les emplois et je serais la hausse curieux des de dépenses. voir l'étude. Tristan, vous connaissez bien les Je collectivités serais locales, curieux de voir l'étude CKPI et compagnie. où on voit que La Cour des comptes, moi je la le Cour vois des peu comptes aussi. aussi. La Cour des comptes, elle dit aussi que la dette publique en France, elle est largement due à la politique de Nicolas Sarkozy et pour un tiers seulement à la crise. Donc la Cour des comptes, on peut l'utiliser à dessein lorsque ça nous arrange. Mais sur ces questions, moi sur les collectivités locales, vous en avez parlé, 75% de l'investissement public civil aujourd'hui est réalisé par les collectivités locales. C'est ce qui a été avec le modèle social que vous Vous ne parlez pas de prétendez. la hausse des dépenses de fonctionnement. Deux éléments. Les 75% des investissements publics civils réalisés par les collectivités locales, notamment au lendemain de la crise économique, et d'autre part le modèle social que vous attaquez, financé aussi par que le vous attaquez de façon permanente, décidé par c'est Nicolas Sarkozy. ces deux éléments, à la fois la protection sociale et l'action des collectivités, ont été les boucliers des Français face à la crise. Ce qui fait qu'en France, on a mieux résisté qu'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Nicolas Sarkozy de démanteler l'assurance maladie ou la retraite ou d'empêcher les collectivités de mener à bien leur politique qui est franchement été un bouclier pour Ça a la permis de France. sauver notre système de retraite, Bien d'éviter entendu. justement d'avoir à connaître des situations telles qu'en Espagne ou la Grèce, de conserver les pensions des fonctionnaires notamment, et de ne pas connaître et de garantir aussi à la fois l'épargne des Français avec le sauvetage des banques et de garantir notre système et notre modèle social. Il faut quand même attirer l'attention sur ce fait très important que la France est un des rares pays à avoir pu justement
ne pas mener de cure d'austérité. Et sur ces questions, je vous fais juste une remarque, vous auriez raison contre tout le monde. Vous auriez raison contre un certain nombre d'experts qui disaient que d'autres réformes étaient possibles, et contre l'ensemble des partenaires sociaux qui demandaient à négocier. Mais l'UMP et Nicolas Sarkozy ont raison, naturellement. Moi, je crois qu'il y avait d'autres réformes possibles sur les retraites. C'est d'ailleurs ce que propose François Hollande, d'avancer dans un autre sens. Un débat, oui, un débat au sens où chacun a pu s'exprimer. Que chacun ait été pris en compte, c'est une autre question. Et sur bien des sujets, vous parliez tout à l'heure du centre et de la philosophie politique du centre en France. Je crois qu'une des aspirations des électeurs qui votent au centre, moi je ne prétends pas que la gauche soit compatible avec le centre, ce n'est pas l'objet de mon propos. Simplement, je crois qu'une des aspirations aujourd'hui prises en compte, enfin, qu'exprime le vote du centre, même des Verts, c'est plus de démocratie, plus de participation. On y reviendra tout à l'heure, mais moralisation de la vie publique et politique également. Mais à ce sujet, je crois qu'on ne peut plus gouverner comme on gouvernait il y a 30 ou 40 ans. Et sur toutes les questions que vous avez évoquées tout à l'heure, on a besoin de concertation, de négociation. Et je suis désolé, mais la méthode verticale qui est celle du gouvernement, elle doit, à notre avis, cesser. Et c'est pour ça qu'il faut écrire une nouvelle page en France. Sur les retraites, François Hollande ne compte pas totalement faire machine arrière. Ouais, Est-ce que la droite n'a pas fait la réforme ou les réformes que la gauche n'a pas eu le courage de faire? Mais d'abord, de quelle gauche on parle et à quel moment on parle? Parce que au cas où ça aurait Vous parliez tout à l'heure des années Jospin et de la croissance. Oui, on peut parler des années Jospin, mais vous de comme moi avions 18 ans à peine. C'est pas pour autant que les moi j'ai voté pour la électeurs première fois en 2002, et d'ailleurs au second tour j'ai voté Jacques Chirac. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tous les électeurs de Nicolas Sarkozy feraient de même en cas de second tour inversé. Mais pour ce qui concerne les 10 dernières années, elles ont été dirigées en France par la droite. Et donc, je ne sais pas de quel bilan on parle. Les réformes majeures des retraites, vous savez bien comme moi qu'elles ont été menées par la droite. Si on avait attendu le gouvernement de gauche, on aurait... Vous avez une conception curieuse des réformes majeures des retraites. Parce que vous aviez une conception seulement régressive. Parce que tous les acquis sociaux, c'est-à-dire la création de la retraite, le droit de partir à 60 ans, ça a été créé par la gauche. Alors si vous considérez que ça, ce ne sont pas des réformes, libre à vous, mais nous, de notre point de vue, nous estimons que... en termes de financement. En 81, ni vous ni moi n'étions nés non plus d'ailleurs pour parler des 60 ans. Absolument, j'en conviens. Mais non, mais alors après, si vous voulez parler du financement des retraites, je vous rappelle que les caisses de la sécurité sociale en 2001 étaient excédentaires. Et ce, en raison de la conjoncture économique, de la politique menée par le gouvernement. Et ce que nous racontons, nous, c'est qu'il y a effectivement peut-être une question à se poser sur l'allongement de la durée de la vie et donc l'adéquation du travail avec ce rythme-là, mais il n'y a pas fondamentalement, à terme, une question extrêmement épineuse de financement. Et vous aviez évoqué avant de procéder à cette réforme, vous aviez évoqué la justice dans cette réforme. Je vous signale que celles et ceux qui auront cotisé leurs 40 annuités de cotisation, ou leurs 41 années et demie d'annuités de cotisation, et qui auront 60 ans cette année, ne partiront pas à la retraite. Et nous disons précisément à ceux-là, avec François Hollande, vous partirez à la retraite, tous ceux qui auront cotisé les années de cotisation qu'ils doivent cotiser, partiront à 60 ans à la retraite. Comment financez-vous en fait? Et mais puis, il ne faut pas mentir aux Français sur la situation démographique. Là, pour le coup, vous me citiez des experts, tous les rapports et pointent du doigt l'aspect démographique de la question des retraites. Donc on ne peut pas refuser en fait. Il pointe également du doigt la question de l'emploi, puisque vous savez que ce sont les actifs qui financent les retraites actuelles. Et donc par conséquent, si effectivement nous avons beaucoup de chômage et de personnes en situation d'inactivité, bah, on n'a pas de quoi financer les retraites. Mais de façon générale, encore une fois, sur la protection sociale, comme elle est financée essentiellement par les actifs, eh bien, on a tendance, en situation de crise et de chômage de masse, à remettre en cause la protection sociale au nom du fait qu'on a un problème de financement. Il n'a jamais été remis en cause, justement. Nous avons garanti le système par répartition grâce à la réforme. L'allongement du durée de cotisation, le fait que l'allongement de l'âge légal du départ à la retraite, les franchises médicales, le déremboursement des médicaments, tout ça, ça participe de la protection sociale qui a été démantelée
pendant la le hausse, gouvernement Sarkozy. la hausse du minimum vieillesse, la hausse de l'allocation adulte handicapé, toutes les mesures sociales que nous avons prises, la création La du fameuse RSA, réforme de la dépendance attendue depuis... la réforme de la dépendance qui fait partie du programme de Nicolas Sarkozy. Ah bah oui, elle en faisait partie en 2007 Mais aussi. nous avons une politique réaliste. À partir du moment où nous serons à 3% de déficit public, nous mènerons la réforme de la dépendance. C'est D'ailleurs, précisément... Nous sommes très soucieux de cette réforme. J'en profite pour dire que nous avons, C'était l'une des au niveau, priorités. voilà, au niveau des Nicolas jeunes Sarkozy. populaires 35, nous avons travaillé d'ailleurs sur un livret avec des propositions concrètes de la droite et du centre. Et nous avons d'ailleurs tout un chapitre sur la réforme de la dépendance, puisque c'est un sujet majeur et justement qui est inscrit dans le programme de Nicolas Sarkozy et qui, par contre, nous prenons en compte l'aspect budgétaire. La France n'est pas isolée dans le monde, ni encore moins a fortiori en Europe. Donc, on va revenir un petit peu à nos moutons parce qu'on était parti sur le thème, c'était la jeunesse. Là, on parle des retraites depuis 10 bonnes minutes. Vous avez un petit peu d'avance, Tristan, donc je vais me permettre de repasser la parole à Anaïs. Vous savez que les jeunes votent, mais la plupart s'abstiennent. Enfin, c'est là où il y a les plus forts taux d'abstention. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, en tant que représentant de Nicolas Sarkozy, représentante de Nicolas Sarkozy, pour faire venir des jeunes abstentionnistes dans l'isoloir dimanche pour voter Nicolas Sarkozy concrètement? Alors moi j'indiquerai déjà aux jeunes que c'est une élection qui a un caractère majeur, qui est un peu différente d'autres élections, puisqu'il y a un engagement pour l'avenir, on a une période charnière, c'est soit rentrer dans le 21e siècle, avoir une France forte qui s'inscrit dans le monde et dans une Europe forte, Ça fait soit très slogan là. un retour au-delà du slogan, c'est vraiment s'inscrire dans des propositions très concrètes. C'est pour un jeune, avec Nicolas Sarkozy, une insertion professionnelle, puisqu'il pourra avoir un développement de l'apprentissage, un développement de la formation professionnelle. C'est également prévu pour le développement de l'apprentissage par le Ça a été fait du Parti aussi. socialiste. Pas un emploi aidé, le jeune c'est une politique volontariste pour lui, pour qu'il ait un emploi, pour qu'il ait justement, qu'il croit en l'avenir. Nous proposons aussi une banque spécifique pour financer les projets des jeunes, que ce soit des projets pour les études, des projets pour justement des projets d'entreprise, puisque les jeunes aussi peuvent avoir envie de construire des entreprises, c'est leur formation. Nous avons réformé l'université. Nous avons réformé le lycée et c'est également tout cet aspect en fait très important que nous voulons valoriser. Également un pan dont on parle moins, mais c'est tout l'aspect insertion des jeunes dans la vie quotidienne. Je rappelle que nous avons rendu gratuit l'accès au musée pour les moins de 26 ans. Donc l'aspect culture aussi, insertion des jeunes dans la vie de la cité, nous semble très important. Nous avons créé le service civique, nous allons renforcer ce service civique. Qui serait obligatoire, je crois, en 2017 et généralisé. Tout à fait, généralisé. Donc, ça permet en fait de justement donner un rôle aussi. C'est le retour du service militaire, non? Pas tout, non, c'est différent, parce que c'est aussi mener des projets. Et si vous voulez, c'est un aspect important puisque ça permet aux jeunes aussi de porter des projets. Et justement, notre conception de la jeunesse n'est pas une conception passive. Et on ne voit pas les jeunes comme des personnes qui sont assistées, qui ne peuvent pas du tout avoir envie de croire en l'avenir en cette période de crise. Réellement, c'est un programme destiné à la jeunesse. Nicolas Sarkozy s'adresse à la jeunesse, et pas que par des slogans, puisque pour rebondir sur vos paroles, il y a eu beaucoup de slogans de la part de François Hollande sur la jeunesse, mais pas d'actes, et très peu dans vos propositions d'éléments centrés sur la jeunesse. Alors justement, on a une question Twitter pour vous, monsieur Eugène. Il y a un de nos lecteurs qui indique que nous ne voulons pas de jeunes qui vivent dans l'assistance, mais des jeunes qui ont un emploi durable. Vous voyez, l'assistanat, c'est quand même une notion qui revient assez souvent. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce type d'interpellation? Que là n'est pas la question, parce que précisément ce que dit François Hollande sur la jeunesse, c'est qu'il faut lui garantir un statut pour lui permettre de s'insérer. Ça ne veut pas dire que le jeune... le pied à l'étrier en fait. Comment? C'est mettre le pied à l'étrier, qu'il s'agisse de l'université, des jeunes travailleurs qui souhaitent s'insérer sur le marché du travail ou refaire une formation, de l'alternance ou autre. Qu'en tout cas, il y a dans ce pays et dans la tradition sociale française, il y a un temps de la vie chez les jeunes, entre 18 et 28 ans qui aujourd'hui n'est absolument pas protégé. Et nous disons avec François Hollande qu'il faut au contraire encadrer ce moment
de façon à donner le même nombre de chances à tous, et de façon à permettre à chacun de réussir à s'insérer. Alors concrètement, ça se traduit par non pas une banque pour les jeunes pour qu'ils puissent faire des prêts, mais par une allocation d'autonomie qui permettra à chacun de financer ses études et de ne pas être obligé de travailler à 25 heures par semaine chez McDonald's pour pouvoir les financer. Quand bien même, paraît-il, cette entreprise serait éthique, sociale, etc. Mais vous voyez bien le cœur de la question, c'est de permettre à chacun... Une allocation de non-autonomie, vous pourriez dire. Comment? Une allocation de non-autonomie. Parce que vous considérez que l'autonomie, c'est de galérer. C'est d'avoir à peine les moyens d'acheter un paquet de pâtes à la fin de la semaine. Je vous rappelle que le 10e mois de bourse pour les étudiants, étudiants qui nous écoutent, a été créé par notre gouvernement. Et que nous avons... Vous savez quel est le montant du 5e échelon de bourse, c'est-à-dire la bourse la plus élevée? Je ne suis plus étudiante, mais effectivement, de toute façon, je vous rappelle quand même que le 10e mois de bourse n'existait pas avant. Vous ne pouvez pas me dire... mais en effet, mais sur cette question-là, vous avez un avantage, je ne peux pas le contester. Ça fait 10 ans que la droite est au pouvoir, donc tout ce qui a été fait l'a nécessairement été par la droite. Bon, donc, et d'ailleurs, on peut parler, si vous voulez, du bilan. Le bilan, c'est 150 000 jeunes par an qui sortent sans qualification. Et j'entends Nicolas Sarkozy parler d'alternance, d'apprentissage et autres, mais n'empêche que ça, c'est des projets. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? L'objectif de François Hollande, c'est de diviser par 2 le nombre de jeunes sortant du système sans qualification sous 5 ans. Oui. C'est un sacré objectif. Ouais. Concrètement, François Hollande a dit très clairement, il l'a dit en janvier lors de son premier meeting au Bourget, il a dit: je ne vais être jugé que s'il y a une seule chose sur laquelle je veux être jugé à la fin de mon mandat en 2017, si les Français l'élisent président de la République, c'est sur la question des jeunes. Et il a évoqué effectivement sur cette question du nombre de jeunes qui sortent sans qualification du système scolaire chaque année. Et de façon plus générale, il a donné comme ligne politique, comme orientation, l'idée qu'il fallait en finir avec cette génération qui était vouée à vivre moins bien que leurs parents. Et ça recoupe toutes les questions que vous avez posées, à la fois les questions d'éducation, de formation, les questions d'insertion sur le marché du travail, et également les questions de logement, puisqu'aujourd'hui c'est un obstacle très sensible à l'insertion dans la vie des jeunes. Moi, je voudrais quand même souligner que la jeunesse n'est pas un gadget pour nous, mais a été au cœur de toute l'action menée, sans forcément la mettre en gadget pour attirer des électeurs. Très concrètement, nous avons mis en place plusieurs éléments. D'ailleurs, si les jeunes bretons nous écoutent, il faut quand même qu'ils sachent qu'il y a eu 30 millions d'euros pour le campus universitaire de Rennes dans le cadre du Grand Emprunt et 2,5 millions d'euros pour la modernisation des résidences universitaires. Ce sont des crédits affichés mais pas débloqués, pas aujourd'hui consommés. Des choses qui se font, certaines qui ne se font pas. L'école normale supérieure de Carlan, par exemple, l'autonomisation de cette école normale supérieure reportée à une date indéfinie. Après, vous avez effectivement des fois des temps qui permettent, là ce sont plus d'ailleurs des considérations qui ne sont pas ni politiques ni budgétaires, hein, ce sont plus des éléments de gestion de l'école en elle-même qui entraînent ce genre de choses. Mais c'est vrai que je tiens quand même à souligner, contrairement au discours porté, que la jeunesse a vraiment été au cœur du quinquennat et l'est au cœur du programme présidentiel. Permettez-moi de vous dire, vous évoquez des problèmes de gestion pour... le non-déblocage de fonds pour l'université, le retard de certains projets, soit. Mais lorsqu'aujourd'hui, dans les grands investissements d'avenir, les projets d'investissement à venir nationaux, qui étaient je n'ai plus les chiffres en tête, qui étaient censés donner beaucoup de marge aux universités, aujourd'hui, sur les sommes annoncées, seuls 2% sont effectivement consommés. Donc on a un petit décalage entre les annonces et la réalité des faits. Et de façon plus générale à l'université, je crois que rien n'a été fait, notamment pour les premiers cycles universitaires, où on a une concentration de l'échec des étudiants. Ça renvoie à des problématiques sociales, j'en ai parlé, l'allocation d'autonomie, mais ça renvoie également à une vraie réforme de l'université. Et l'autonomie des universités, justement, il semble que François Hollande n'ait pas vraiment envie de revenir sur cette question. Est-ce que c'est pas la bonne mesure? Il a dit très clairement qu'il donnerait les moyens aux universités de fonctionner. Que c'était au-delà du verbiage sur autonomie ou pas autonomie des universités. Verbiage 5 milliards d'euros consacrés à l'université. Oui. Eh bien, verbiage, je pense qu'on ne peut pas en attendant, verbiage vous irez à l'université de Rennes 1, vous irez à l'université de Rennes 2,
observé de près combien aujourd'hui Nous avons beaucoup de jeunes militants l'encadrement UMP pédagogique qui s'est sont membres dégradé des dans ces universités, universités. L'encadrement pédagogique s'est dégradé. D'ailleurs, il y a un lien entre la réalité de l'université et l'augmentation de l'échec. Ce n'est pas le fait que les générations soient moins fortes que les précédentes. Il y a une dégradation de la qualité de l'enseignement. Dégradation de la qualité de l'enseignement, je laisserai les propos de l'encadrement pédagogique. Les propos c'est pas pareil. Envers les professeurs, je n'irai pas dire ça. Je vous laisse là. Au propos, au contraire, je pense qu'on a donné la marge de manœuvre aux universités pour pouvoir réformer leur programme, pour pouvoir être plus autonomes et justement avoir cette souplesse de gestion qui leur manquait auparavant. Pour pouvoir être responsable de la pénurie budgétaire dans laquelle elles sont. C'est surtout ça la situation, pour pouvoir se désengager. Mais voilà, peut-être qu'on peut passer à l'autonomie n'égale pas des engagements du tout, au contraire. De l'État N'égale pas des engagements de l'État. Autre thématique majeure qui intéresse de près la jeunesse, je regarde le temps de parole, on est à 17 minutes côté PS et 15 minutes 40 côté UEP. Je vais vous donner la parole à Naïs. Concernant le logement, c'est une thématique majeure pour la jeunesse. François Hollande propose un encadrement des loyers, un peu à la manière allemande. Nicolas Sarkozy était totalement opposé à la base, et puis vers mi-avril, il a dit oui, peut-être on fera comme en Allemagne un encadrement des loyers. Est-ce que ça ressemble pas à une volte-face? Alors pas du tout, puisque le premier quand même à avoir évoqué le modèle allemand, il n'est pas François Hollande, mais Nicolas Sarkozy. Il faut quand même avoir notion qu'au niveau du modèle allemand, ce n'est pas un encadrement du loyer, c'est la possibilité que le juge puisse intervenir lorsque les prix des loyers dépassent les prix globaux. Ça revient à une sorte d'encadrement. L'encadrement des loyers a été mis en France, je vous le rappelle, même si on est jeune, un peu d'histoire ne nuit pas, a été mis en place juste après la Seconde Guerre mondiale et la pénurie de logements, et a entraîné quoi? L'appel de 1954, puisque justement on a testé cette politique. Elle n'a pas fonctionné. Maintenant, Nicolas Sarkozy lui propose le modèle allemand, de pouvoir de faire encadrer par un juge si le prix moyen des loyers est dépassé en fait dans un quartier. Mais concrètement, ça va se passer comment? On sait que les juridictions sont complètement débordées. On sait que pour avoir une décision de justice qui est rendue, il faut compter en mois, voire quasiment même en années. On prend un logement en septembre, un étudiant arrive en septembre, il s'aperçoit que son loyer est trop élevé, il faut qu'il aille donc saisir la juridiction qui est concernée, et pendant ce temps-là, concrètement, il va se passer quoi? Il va quand même être obligé de payer. Est-ce que comment vous allez mettre en place cette mesure-là sur le plan concret, compte tenu encore une fois de la situation de la justice en France et du temps surtout pour rendre la justice? Et en fait, cette solution permet d'éviter l'encadrement pur et dur, qui d'ailleurs, de manière concrète, je ne vois pas non plus de quelle manière elle peut être appliquée. Là, il s'agit justement d'avoir une politique plus proche du territoire et d'avoir justement un coût moyen, en fait, finalement, qui permet de l'être. Alors la justice s'est débordée, mais en réalité, quand vous dites ça, ça ne permet pas que les contentieux soient pris en compte. Et il ne s'agira pas d'avoir des délais de justice. D'ailleurs, les délais de traitement de la justice ont tendance à diminuer depuis ces dernières années. Ça dépend des juridictions. Ça dépend des juridictions. Mais donc, ça ne paraît pas du tout incompatible. Alors évidemment, le système allemand et le système français ne sont pas complètement semblables. Mais en fait, c'est quand même une solution qui est pragmatique par rapport. Donc pas de volte-face. Une évolution, mais pas de volte-face sur cette question-là. Parce que Benoît Apparu, il est venu à Rennes il y a quelques semaines, c'était avant cette déclaration de Nicolas Sarkozy, il était catégorique. Il disait non, le modèle allemand, non, pas d'encadrement d'une manière générale. L'encadrement au sens strict n'est toujours pas proposé, il n'y a pas de volte-face. Une continuité, en fait, d'ailleurs, quand vous pourrez lire notre document, c'est écrit noir sur blanc, donc pas de volte-face du tout. Une continuité. Ce qui, d'ailleurs, c'est le maître mot du programme, c'est une cohérence, une lisibilité et une continuité. Et continuité avec le mandat. Continuité avec le mandat, mais continuité aussi entre le premier et le second tour. Et non un flou assez artistique sur certaines propositions, avec des financements hasardeux et Alors justement sur la question de l'encadrement des loyers, l'encadrement pur et dur, disait notre concurrente,
Vous pouvez préciser la proposition de François Hollande? Ah oui, mais la proposition de François Hollande, c'est de considérer la moyenne des loyers dans un territoire donné et de sanctionner les propriétaires qui proposeraient des loyers très supérieurs à cette moyenne. Et tout ça pour empêcher l'augmentation permanente des loyers, puisque en 10 ans, je crois que l'augmentation a été très importante, supérieure à 40% en Ile-de-France, je crois. Et on voit bien que c'est complètement sans commune mesure avec l'inflation réelle dans le pays. Ça provoque un... Non, mais alors, sur cet argument-là, je ne comprends absolument pas, parce que l'argument sur l'abbé Pierre, les années 50, etc., je crois que les contextes... D'abord, j'étais pas né, effectivement, et d'autre part, je crois que les contextes ne se comparent pas du tout. On était dans une crise du logement total, la France de l'après-guerre. Je trouve que c'est un peu le échec. Il y avait déjà un problème d'offre. Et absolument. D'ailleurs, s'il y a bien deux questions sur lesquelles nous voulons intervenir, nous, c'est à la fois, si vous voulez, la régulation des comportements des acteurs privés, c'est ce qu'on dit via l'encadrement des loyers, et via l'initiative publique, puisqu'on sait qu'en France, ce qui pose problème notamment, c'est la question de la construction des logements et du nombre de logements disponibles. Et à ce sujet, François Hollande fait de nombreuses propositions pour favoriser la construction de logements dans ce pays, à la fois des logements intermédiaires. Il propose exactement sur le quinquennat 2,5 millions de logements intermédiaires, sociaux ou étudiants. La construction de ces logements-là en France, soit 300 000 de plus que lors du précédent mandat, et dont 150 000 logements qui seraient des logements très sociaux. Ça vous semble crédible, Anaïs? Ce qui est intéressant avec les propositions que vous présentez, c'est que c'est toujours plus. En face, il n'y a pas de moins. Donc on ne sait pas comment, dans un tel contexte, vous créez des mesures. Nous proposons des mesures réalistes, mais qui s'adressent aussi aux Français. Nous nions pas le logement. D'ailleurs, dans le programme de Nicolas Sarkozy, il y a aussi la proposition de construire plus de logements, en fait, grâce à l'augmentation de 30% des droits à construire, pour faire baisser les prix de l'immobilier. Quitte à rogner un peu sur la loi littorale, dans certains endroits, ça pose des problématiques d'urbanisme. Alors, il s'agit de simplifier aussi le droit d'urbanisme sans pour autant remettre en cause les acquis environnementaux, puisqu'il ne s'agit pas de ruiner la loi littorale, mais de simplifier le code de l'urbanisme qui est extrêmement complexe et qui n'est pas forcément compris ou appliqué. Mais je voudrais quand même revenir sur le fait qu'il y a toujours plus et jamais rien en face pour les financer. Non mais sur ces questions-là, précisément, on a un cas d'école. Vous avez mis en place des dispositifs, des niches fiscales de type dispositif cellier, qui permettent à des personnes qui ont les moyens d'investir dans des résidences dans des résidences secondaires, enfin la France de propriétaires de plusieurs logements. Quand à côté certains n'ont qu'un 2 pièces pour faire vivre leur famille. C'est pas caricatural. Non, c'est pas caricatural. Vous allez à Saint-Malo par exemple aujourd'hui, vous avez une baisse de la population de cette ville de façon globale. Les jeunes n'arrivent plus à se loger et par contre vous avez de nombreuses maisons, de nombreux appartements qui restent vides tout au long de l'année. Donc ça pose une question, et une question effectivement d'orientation de la richesse et de sa répartition, et en l'occurrence le logement est donc un cas d'école, puisque nous estimons que plutôt que de multiplier de cette nature les niches fiscales, eh bien on ferait mieux de consacrer l'argent à la construction publique, et en plus effectivement de la régulation des comportements privés via l'encadrement des loyers. Nous pensons que ce sont des orientations qui permettent... je vous ai donné des éléments de financement. Je veux dire, les niches fiscales aujourd'hui dans ce pays, les niches fiscales, c'est 73 milliards d'euros. 73 milliards d'euros, soit 27% des recettes fiscales de l'État. Donc 27% des recettes fiscales de l'État, 73 milliards d'euros, c'est 4 fois le budget de l'enseignement supérieur en France, un peu plus. Il y a des personnes donc, pas aisées. Il y a des marges. Comment? Il y a des personnes pas aisées qui absolument. De niches fiscales. Et nous n'avons pas dit que nous les supprimerons tous. Je pense notamment aux personnes âgées dépendantes ou aux personnes handicapées. Celles-là bénéficient de niches fiscales pour avoir un peu d'aide ménagère ou autre. Il est entendu que nous ne les remettrons pas en cause. Mais par contre, nous plafonnerons d'une part le montant de niche fiscale par individu mobilisable. Nous disons que personne ne pourra bénéficier de plus de 10 000 € de niche fiscale par an. Et de façon globale, nous voulons remettre à plat ces niches fiscales-là pour savoir si on n'a pas mieux à faire que de dépenser comme ça cet argent et le réorienter vers notamment pour ce qui concerne le logement, la construction de logements publics et sociaux. Pour terminer, sur la question des logements,
nous avons aussi mené quand même un vaste plan de rénovation urbaine dans les quartiers sensibles. Puisqu'il ne faut pas oublier non plus les quartiers sensibles quand on évoque la problématique du logement. Et vous avez eu quand même un plan très vaste de rénovation des quartiers qui ont permis de manière quand même assez notoire d'améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers. Et ça va être poursuivi ça? Et ça va être poursuivi. C'est quand même un sur enjeu ces questions, majeur. Vous avez pas mal de temps d'avance. Oui. Alors, Et je fais juste une incise sur cette question parce que rapide. la politique du logement et notamment de la rénovation urbaine ces dernières années a été financée par les loyers des personnes logées dans le logement social. Vous savez que les aides publiques ont été diminuées et on a taxé les bailleurs sociaux dans le département, par exemple Habitat 35, Espacil, etc. Et au final, ça provoque l'augmentation des loyers mécaniques. Donc on fait financer la solidarité par ceux qui ont le moins. Et je n'êtes pas sans savoir que le conseil d'analyse stratégique a sorti, je crois il y a 2-3 jours, une enquête qui évoque le fait que précisément, même dans les logements sociaux aujourd'hui, on a des taux de loyer qui ne permettent pas aux plus pauvres de se loger. Donc cette politique, elle a une impasse, elle a des impasses. Où justement certains habitants ont pu rester dans les logements sociaux avec des revenus qui dépassent en fait le montant exigé. Donc c'est aussi une problématique à prendre en compte. Donc je pense que vous ramenez... C'est la possibilité de la mixité sociale dans ces logements. Tout à fait, la mixité sociale qui n'équivaut pas à avoir des personnes qui normalement pourraient se loger dans l'habitat privé et occuper les logements pour les plus démunis. Si, précisément. Si on a de la mixité sociale... Les logements sociaux, Anaïs, tous les niveaux. L'UMP ne donne pas toujours l'exemple, notamment dans certaines mairies de droite des Hauts-de-Seine. Par exemple, sur les taux de logements sociaux, il y a une loi en France qui est stricte, mais en même temps pas si stricte que ça, puisqu'on peut s'acquitter d'amende. Est-ce que là, il n'y a pas une incohérence? Alors la loi SRU a une application qui a quand même augmenté. Alors évidemment, parfois vous avez des contraintes aussi qui sont... il y en a plus a priori dans les Hauts-de-Seine. Des contraintes architecturales qui sont aussi en prise concrète. Parce qu'évidemment, on peut faire un procès d'intention en disant dans les Hauts-de-Seine, on ne crée pas parce qu'on ne veut pas de mixité sociale. C'est l'exemple facile et facilement reproductible. De la même façon, on peut parler de Saint-Malo plutôt que de parler des quartiers sensibles. Évidemment, c'est toujours des arguments assez facilement entendables. Mais si on revient sur un terrain plus argumenté, la loi SRU a été appliquée. Vous pouvez regarder beaucoup de communes gérées par la droite, la loi SRU est appliquée. Et au contraire, nous sommes attachés à la mixité sociale et au fait que dans les quartiers sensibles, il puisse ne pas y avoir de communautarisme, notamment, puisque mixité sociale veut aussi dire mixité des appartenances des populations qui y vivent. Donc c'est un projet commun, en fait. Et comment on va introduire de la mixité sociale dans des cités qui sont devenues des ghettos? Comment faire pour attirer les gens pour aller habiter dans ces quartiers-là? Est-ce qu'il faut tout raser et reconstruire? Alors la rénovation urbaine y participe parce que quand vous avez des logements dégradés qui sont dans l'insalubrité, effectivement, le fait de rénover les quartiers permet d'attirer avec des habitats qui ont des espaces verts. Ça passe par des mesures très concrètes, par également des enjeux de développement durable, puisque c'est des choses, des bâtiments HQE, haute qualité environnementale, ce sont des éléments très concrets. Après, c'est un tout. Effectivement, on peut par ce biais-là revenir aussi aux éléments de sécurité dans les quartiers, puisque c'est aussi un point important qui permet de sécuriser les personnes pour pouvoir vivre dans ces quartiers. C'est une politique d'ensemble en fait. Les banlieues n'ont pas été les grandes oubliées du quinquennat de Nicolas Sarkozy, comme ça a pu être dit à certains moments. Les grandes oubliées avec un plan de rénovation urbaine aussi ambitieux, je pense que le dire est quand même très peu juste parce qu'en réalité, oublié, en plus je vous rappelle aussi, ça revient à la jeunesse, que nous avons créé les internats d'excellence qui s'adressent justement aux personnes, aux enfants, aux étudiants issus de milieux défavorisés qui n'ont pas forcément les mêmes chances à la base et qui peuvent justement bénéficier de ces internats d'excellence pour que l'ascenseur social puisse fonctionner. Il y a eu aussi la création de l'école de la seconde chance pour les élèves qu'on appelle décrocheurs, justement on en parlait tout à l'heure, et donc qui permettent de donner une seconde chance à ces personnes qui ont pu être oubliées du système scolaire.
En matière justement de seconde chance, François Hollande a une proposition spécifique là-dessus pour éviter justement les décrocheurs. Vous leur réservez quoi comme sort? Ce que propose François Hollande, c'est de faire en sorte que tous les jeunes entre 16 et 18 ans, ceux qui seraient sortis du système scolaire à 16 ans, que jusqu'à 18 ans on leur garantisse soit une formation, soit, quel que soit le mode de formation, que ce soit la filière générale, technique, l'apprentissage ou autre, en tout cas, qu'on inscrive dans les textes l'obligation de prise en charge jusqu'à 18 ans pour donner le maximum de chance. Je voudrais revenir un instant sur ce qui a été dit notamment sur les quartiers défavorisés, sur l'exigence de mixité sociale. Je crois que sur ces questions, il y a un petit décalage entre les moyens et les fins, parce que vous nous dites l'objectif c'est vous me dites c'est pas forcément la contrainte SRU qui est fondamentale. Ce qui est important c'est la mixité sociale, précisément. La mixité sociale c'est la finalité, le moyen c'est la loi SRU. Et si on n'applique pas la loi SRU, si on ne la réalise pas dans les collectivités, à ce moment-là, on peut toujours appeler à la mixité sociale, elle n'arrivera pas. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement François Hollande propose de durcir les sanctions pour les collectivités qui ne seraient pas dans l'augmentation, la majoration la majoration des amendes, et puis le renforcement de l'exigence de logements sociaux. On passera de 20%, de l'objectif 20%, à l'objectif 25%. Et la généralisation de la règle des 3 tiers, qui est que pour toute nouvelle opération de construction de logements, on aura un tiers de logements sociaux, un tiers d'accession sociale à la propriété et un tiers de logements libres. Et on pense que c'est ainsi qu'on peut résoudre la crise du logement. Je crois que sur ces questions de logement et de mixité sociale, il faut prendre conscience dans notre pays qu'on a besoin d'un fort volontarisme politique. Parce qu'on voit bien que les petites mesurettes, voire les reculades sur ces questions, n'aboutissent qu'à la perpétuation d'un problème et au renforcement des inégalités territoriales, avec toutes les conséquences économiques, sociales et politiques que ça suggère. Le temps file. Deux autres derniers sujets de société. On a des questions Twitter aussi. Et peut-être deux questions Twitter, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec les thèmes. On va les prendre ensuite. Alors, deux questions de société. D'abord sur le mariage homosexuel, ensuite sur le cannabis. Pour commencer, le mariage homosexuel, le PS et François Hollande proposent de l'autoriser. Pas Nicolas Sarkozy. C'est un gage donné à son électorat conservateur. Alors, sur cette question, il y a plusieurs points de vue d'ailleurs dans notre famille politique. Nous n'avons pas un seul point de vue. Vous en avez un en particulier? Alors, favorable à l'union des... Pour notre part, les Jeunes Populaires 35, dans leur livret de proposition, ont d'ailleurs formulé le fait qu'ils étaient favorables, alors pas à un mariage, puisque le bon mariage ne représente pas forcément quelque chose, mais à une alliance ou un pacte. Et effectivement, un pacte. Enfin, peu importe le nom qu'on lui donne, en tout cas reconnaître des droits aux personnes homosexuelles. Et également, effectivement, nous nous sommes prononcés en faveur de l'adoption pour les couples homosexuels. Donc les jeunes de l'UMP 35, après des débats assez passionnés. On entend une voix un peu discordante au niveau par rapport au programme national. En tout cas, il faut entendre certaines sensibilités qui transparaissent aussi au niveau national et puis qui répondent à des questions sociétales qui peuvent diviser à gauche également les différents courants, ou selon aussi les différentes sensibilités, les différentes perceptions de ces questions sociétales. Alliance, mariage, est-ce que c'est pas la même chose finalement? Est-ce que vous n'êtes pas un peu sur les noms? Non, puisque le mot mariage en fait est une institution aussi qui a été créée notamment en faveur à l'époque des couples hétérosexuels, et il n'y a pas forcément d'ailleurs de demande de la part des associations homosexuelles au mot mariage. C'est des créations de droits, ils sont plutôt en faveur, ils veulent des droits, reconnaissance de droits égalitaires en fait. Après le terme n'est pas forcément d'ailleurs une demande. Donc c'est vrai que sur cette question, nous avons des positions qui divergent.
transgressent un peu de toute façon les sensibilités politiques. Ce sont des questions sociétales qui n'ont pas d'appartenance droite ou gauche, qui sont des questions... Enfin, il y a quand même un clivage sur cette question-là entre la droite et la gauche. Et au sein de la droite. Et au sein de la droite. Et chez vous, vous êtes tous d'accord? Assez rapidement, parce que vous êtes un peu en avance. Oui, j'ai vu ça. Non, mais deux choses. D'une part, c'est dans le programme de François Hollande, ça n'est pas dans celui de Nicolas Sarkozy. Donc il faut aussi parler. Si on demande de la clarté à quelques jours du second tour des élections présidentielles, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et deuxième élément, vous dites des questions sociétales ont toujours été des questions qui dépassent les clivages droite-gauche, etc. Je ne crois pas que ce soit très fidèle à... Comment? Vous avez des exemples Oui, oui. à votre propos? Bien sûr, d'abord le Pax, ça a été la gauche. Je pense les questions sociétales, la peine de mort, ça a été, l'abolition de la peine de mort, ça a été la gauche. L'avortement, ça a été la droite. Si vous voulez, on peut reprendre. Absolument, le centre droit qui n'est pas nécessairement la famille politique défendue par Nicolas Sarkozy. À l'époque, c'était... Absolument. Voilà. Mais suite à une mobilisation de la gauche, comme jamais il y en avait eu sur cette question dans le pays. Sujet pas forcément majeur, mais pas forcément non plus anodin concernant la jeunesse, la dépénalisation, voire la légalisation du cannabis. On n'a pas trop bien saisi la ligne de François Hollande à ce sujet, d'autant que ses alliés verts sont pour, 100% pour. Lui a été un peu pour, et puis peut-être score élevé du FN aidant, complètement contre entre les deux tours. C'est quoi la ligne du la ligne du Parti Socialiste, c'est celle de François Hollande. Donc bien entendu comme moi, voilà, il n'y aura pas de changement majeur concernant la législation ayant un trait à la consommation de cannabis dans ce pays. Voilà. Personnellement, je ne suis pas du tout un consommateur de cannabis. Personnellement, vous en pensez quoi? Non mais mon opinion elle a peu d'intérêt. Au sein du MJS peut-être, au sein des jeunes, de la franchise, et au sein de socialistes, au sein des courants plutôt jeunes du Parti Socialiste, il y a eu plusieurs expressions en faveur plutôt de la dépénalisation. Mais chacun sait que ce sont des questions sensibles. Et aujourd'hui, la tradition à gauche, vous savez, c'est d'avoir un débat. Une fois que le débat il est tranché, on va devant les Français avec des positions et on ne va pas les changer en cours de route. Et ça a été la stratégie de François Hollande sur les 60 engagements depuis le départ. Vous ne trouverez pas un seul engagement qui ait été modifié d'un pouce depuis le mois de janvier. Voilà, il en est de même pour le cannabis. Je voudrais noter quand même trois choses sur ce débat, deux choses sur la forme et une remarque de fond. Sur la forme, je noterai que c'est un sujet illustrant en fait de la manière dont le Parti Socialiste et François Hollande se positionnent. C'est-à-dire déjà un attelage un petit peu bancal avec la partenaire Front de Gauche, avec les écologistes. On voit bien que les positions fluctuent en fonction des accords électoraux, comme d'ailleurs le nucléaire, je fais une petite parenthèse, mais on voit déjà, ça traduit aussi le fait que François Hollande est flou dans ses propositions. Il n'y a pas d'engagement clair. De la même 60 manière, engagements très clairs. 60 engagements très clairs, mais qui nécessitent d'être expliqués, comme sur l'immigration, comme sur la dépénalisation du cannabis, où nous n'avons pas justement de position claire. Donc voilà, c'était mes deux remarques de forme. Sur le fond, nous sommes effectivement opposés à la dépénalisation du cannabis, notamment pour des enjeux de santé publique. Même au sein des jeunes populaires. Même au sein des jeunes populaires. Il n'y a pas de clivage. Sujet auquel moi je suis particulièrement attachée au niveau de la santé publique. Donc c'est vrai qu'il est très important de lutter contre les addictions et la dépénalisation n'irait pas dans un sens de protection de la santé publique des jeunes. Le trafic a augmenté. Le trafic est en augmentation constante. Je parle du trafic de cannabis. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément de lien entre la pénalisation, l'interdiction, et la consommation, la vente. Le problème, c'est effectivement qu'il faut aussi continuer toutes les campagnes d'information publique sur ces éléments. Est-ce que c'est pas des couteaux Ce ne sont pas des couteaux puisque c'est le préalable pour que les jeunes puissent comprendre. Et le rappel à l'interdiction permet aussi de montrer la frontière et la ligne justement à ne pas franchir pour les jeunes, puisqu'il ne s'agit pas justement de galvauder quelque chose qui peut s'avérer d'ailleurs avoir des conséquences sur la santé néfastes. Et justement, en dépénalisant, c'est aussi rendre flou ces éléments de santé publique et ne pas expliquer aux jeunes les conséquences des actes que ça peut avoir très concrètement.
Un petit point sur le temps, on est à 26 Tristan et 25 pour Anaïs. On équilibre un peu. Peut-être une question. Ouais, question de Twitter. Alors je pense qu'elle s'adresse plus à vous, Tristan. Elle est de Nicolas C. Un mot d'ordre semble prévaloir au Parti socialiste. Un seul mot d'ordre semble prévaloir au Parti socialiste. Votre seule idée, c'est la gauche. L'idée, c'est simplement, ce qui vous anime, c'est de virer Nicolas Sarkozy. Non. Ce qui nous anime, c'est le changement, la mise en œuvre des 60 engagements de François Hollande. Là aussi, ça fait un peu souvent. Et oui, ça fait souvent, mais je vous écoutais tout à l'heure parler de la drogue, et je repensais donc au trafic de drogue qui était en augmentation, à la sécurité la sécurité est en augmentation aussi, comme chacun le sait. La situation des jeunes, elle s'est détériorée depuis 10 ans. La situation, le chômage a considérablement augmenté, les comptes sociaux sont dégradés, les comptes de l'État sont en mauvaise santé. Bref, tout ça, c'est la faute à la crise. Quel bilan Tout ça, c'est la faute à la crise. L'insécurité a augmenté, je vous rappelle. Les violences faites aux personnes ont sensiblement augmenté. En violences Ille-et-Vilaine, en Bretagne, mais en sur un France. plan général, elles ont baissé, y compris en Ille-et-Vilaine d'ailleurs, où il y a eu une baisse notoire de la délinquance. Oui, mais les violences faites aux personnes, la violence physique. À l'intérieur de ces inadmissible. violences physiques, Ça a il faut augmenté. aussi expliquer les catégories. Vous avez dans ces violences physiques notamment les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Et ça serait moins important. Pas du tout ce que je viens de dire. Je viens d'expliquer que justement, en plus, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour aider les femmes. J'entends bien tous les dispositifs que vous avez mais mis il ne en faut pas place. mélanger tous les chiffres. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, les résultats restent toujours dégradés. Donc, à un moment donné, la question de la responsabilité de la situation, elle est posée. Résultats dégradés, préservation du pouvoir d'achat des Français, avec notamment la préservation de leur épargne. Et ça, je vais développer un peu pour qu'elle puisse vous répondre. Est-ce que Donc, bilan désastreux, je pense que quand on prend préservation de l'emploi des Français, préservation parce que Préservation de l'emploi des quand Français. vous voyez qu'en Espagne, vous avez 280% d'augmentation du taux de chômage, je vous rappellerai aussi de comparer la France par rapport à ses partenaires européens. Donc, préservation du pouvoir d'achat des Français, préservation de leur capacité bancaire, politique de la jeunesse, réforme de l'université, réforme de la justice, Ça sont des moyens, ce ne sont pas des résultats. maîtrise des dépenses Ce ne publiques. sont pas des résultats. Parlez de réforme. Je vous dis, moi, je vous parle résultats. Augmentation Résultat, du nombre de jeunes budget qui sortent donné aux sans universités. diplôme du système scolaire. Augmentation massive du chômage des jeunes. Gel du point d'indice des Vous fonctionnaires, n'avez pas une c'est-à-dire stagnation augmentation des massive salaires, du baisse chômage des des salaires. jeunes. Justement, vous n'avez pas une augmentation massive du chômage des Il jeunes. faut un peu de temps pour avoir des résultats concrets. 10 ans déjà. Je veux bien qu'on pose la question en ces termes, mais 10 ans déjà, la droite. Et la gauche n'a pas gagné une élection présidentielle depuis 1988. Alors, on Donc, pourrait s'intéresser la question est au posée. bilan de la gestion locale dans ces cas-là. qui est Absolument, maintenue par parlons-en. la gauche. Donc on Parlons-en pourrait quand de la même voir gestion locale. l'explosion des dépenses publiques qui entraîne une explosion aussi des impôts locaux, il ne faut pas non plus le cacher. Vous pouvez... On peut parler en valeur, justement les impôts locaux qui ont augmenté, combien ça représente en valeur. les taux ont quand même augmenté, c'est de la faute du gouvernement, parce que baisse des dotations globales. Il y a des effets croisés, oui. Qu'est-ce que vous allez dire si François Hollande il est à l'Élysée, parce que vous aurez la présidence de la République, quasiment tous les échelons locaux, vous allez plus pouvoir dire, je provoque un peu, C'est la faute au gouvernement. c'est la faute au Non, gouvernement. mais on ne cherche pas d'excuses. Nous, on souhaite le pouvoir, on souhaite que les gens élisent François Hollande, et on sera très heureux d'être investi de la responsabilité de mettre en œuvre une politique différente. Maintenant, effectivement, vous avez mis le doigt sur une question sensible. Compte tenu du fait que nous aurons, si les Français le souhaitent, la présidence de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les collectivités locales, les principales, nous aurons une responsabilité importante. Mais il ne s'agit pas pour nous, il s'agit pas pour nous de les fuir, sinon on ne fait pas de politique. Donc effectivement, nous aurons une responsabilité importante. Maintenant, on a des propositions à mettre en œuvre. Et dans le rapport, par exemple, qu'entretient l'État et les collectivités locales, nous espérons bien qu'un certain nombre de transferts de compétences seront accompagnés des transferts de moyens nécessaires. Justement, acte 3 de la décentralisation, à l'inverse, centralisation maintenue du côté de l'UMP. Est-ce que vous êtes le programme de Nicolas Sarkozy et pas un peu jacobin?
Non, Ce qu'on lui reproche. alors il ne s'agit pas d'être jacobin, mais il s'agit par contre de responsabiliser aussi les collectivités territoriales dans la gestion des affaires locales et également leur responsabilité au niveau national. Puisque là on voit bien que depuis 2007, il y a eu des efforts majeurs, conséquents menés au niveau de l'État et une non-maîtrise au niveau des collectivités territoriales. Et il s'agit Ils se sont vus que confier des missions supplémentaires. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu d'ailleurs des rapports aussi et des experts qui ont montré que les transferts de compétences n'équivalaient pas à la hausse des dépenses, qui ont été majoritairement des dépenses de fonctionnement et non des dépenses d'investissement. Donc, je pense également qu'il faut aussi que les collectivités territoriales se recentrent sur leur champ de compétences, puisqu'il y a quand même des compétences prises pour chaque échelon, qui nécessite de ne pas saupoudrer, en fait, pour des raisons électoralistes, certaines politiques. Est-ce que si la droite avait gouverné la majeure partie des régions durant ces 5 années et des départements, est-ce qu'elle n'aura pas fait un nouvel acte de la décentralisation? Si c'est pas forcément dans ses traditions, mais ça aurait été plus opportun peut-être. L'acte 2 de la décentralisation a d'ailleurs été fait sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, donc la droite est aussi porteuse. N'est pas Pourquoi on n'en entend plus centralisatrice parler là, à l'excès. depuis quelques temps Est-ce que c'est pas parce que justement les régions et les départements sont à gauche? Non, je pense que c'est parce que c'est un outil qui a pu être instrumentalisé politiquement d'ailleurs, et je le regrette puisque effectivement la gestion locale pourrait être transpartisane, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'être clivant avec on s'adresse aux électeurs de droite, on s'adresse aux électeurs de gauche, là on est dans des affaires concrètes. Par contre, avoir de la rigueur budgétaire dans le bon sens du terme, pas au sens pur d'austérité, mais au sens savoir maîtriser ses dépenses pour justement donner aux citoyens des meilleures politiques locales, me semble essentiel. Or, on voit bien que ce n'est pas ce qui a été mené depuis un certain nombre d'années par la gauche dans les régions. Et d'ailleurs, je voudrais quand même souligner, à titre illustrant, que la Corrèze, c'est le département le plus englobé de France. Donc si la gestion nationale est à l'instar de la gestion locale, je pense que les Français sont en droit de s'interroger. Et c'est dans la Corrèze? Non mais moi je crois que le débat il n'est pas entre jacobins et girondins, ceux qui aiment les collectivités, ceux qui les aiment pas, l'État, etc. Moi je veux dire sincèrement, absolument, il veut qu'on renforce les collectivités locales et la décentralisation. Mais je crois qu'aujourd'hui le programme de Sarkozy, on aurait tort de le limiter à un excès de jacobinisme. Ce qui se passe, c'est la RGPP pour l'État et la RGPP demain pour les collectivités locales. Donc c'est pas le jacobinisme. Le jacobinisme, historiquement, moi on conteste aujourd'hui. RGPP, c'est réforme générale. Révision générale des politiques publiques. Donc ça se traduit notamment par la baisse du nombre de fonctionnaires et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy dans l'État. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy à l'échelle de l'État. C'est ce sur quoi s'est engagé François Hollande à l'arrêter lorsqu'il serait président de la République. Et Nicolas Sarkozy a dit dernièrement qu'il voulait étendre cela aux collectivités locales. Et moi je crois que ça révèle non pas un excès de jacobinisme, mais tout simplement la nature profondément libérale de son action politique. Le libéralisme économique qui a échoué, tel qu'incarné par la crise de 2008. Elles n'ont pas participé à l'effort national des collectivités. Non mais simplement, si vous parlez de l'augmentation des coûts de fonctionnement des collectivités locales, mais lorsque vous avez une crise qui met des centaines de milliers de Français en situation difficile, il faut bien que des services soient rendus à ces citoyens pour les permettre précisément de rester la tête au-dessus de l'eau et de se réinsérer. Et si l'État démissionne, évidemment, les collectivités locales, elles prennent en charge les services de proximité et donc, en période de crise, elles renforcent leur action. Je prends un exemple, par exemple, au département d'Ille-et-Vilaine, on a mis beaucoup d'argent sur le RSA. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Alors, on a des... Est-ce que vous voulez répondre sur cette question-là? Je voudrais répondre effectivement que les collectivités territoriales ont aussi à participer à l'effort national et aussi à moderniser leurs institutions et leur fonctionnement. Et donc à maîtriser leur endettement et à ne pas créer des emplois justement aidés ou pour des raisons purement électoralistes, mais pour rendre un vrai service à la population. Je tends le coup à une contre-vérité, il n'y a pas de déficit sur le budget de fonctionnement des collectivités locales, c'est interdit par la loi. C'est le cas pour l'État, c'est interdit par la loi dans les collectivités locales. L'endettement, vous savez très bien. L'endettement pour financer l'investissement, mais pas le fonctionnement.
financer que l'investissement, pas du tout. Vous savez très bien qu'il y a Le une fonctionnement, non, augmentation au niveau du fonctionnement. C'est le b.a.-ba du droit des collectivités, il n'y a pas d'aide possible pour le droit de fonctionnement. Peut-être je parlais de taux d'endettement. Vous savez très pour bien, financer vous l'investissement. travaillez, vous pouvez le connaître mieux que moi, effectivement. Enfin, ça n'intéresse pas les gens, Ça mais pour n'intéresse financer pas les gens, l'investissement. Une petite question Twitter avant de passer Il y en a eu au plusieurs des questions dernier Twitter. grand thème de ce débat qui sera la vie politique. Ouais, rapidement, une question qui revient souvent là sur Twitter, c'est que disent vos invités sur le consensus PS-UMP, comme quoi parfois il y a du consensus entre vous, autour de l'aéroport, du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, sachant que beaucoup de Rennais sont contre, enfin Rennais, et d'ailleurs la position de l'UMP, François Fillon était plutôt favorable à la construction de cet aéroport-là, elle a évolué. Non, nous sommes toujours favorables à la construction de cet aéroport qui répond à plusieurs problématiques, qu'elles soient d'ailleurs au niveau de la capacité à ouvrir l'Ouest, le Grand Ouest sur l'Europe, à répondre aussi à des questions de sécurité au niveau des vols aériens au-dessus de Nantes. Donc nous sommes toujours favorables à... C'est très contesté tous ces éléments. Sachant qu'il y a des... Rapport à la vie. Alors c'est contesté, mais ça répond aussi quand même à des besoins à la fois économiques, à la fois des besoins de la population. Et besoin d'urbanisation de la ville de Nantes aussi peut-être. Je rappellerai la ville de Nantes est gérée d'ailleurs par Jean-Marc Ayrault. Premier ministre de puissance. Mais je rappellerai quand même que ça illustre également à nouveau les tensions qui peuvent exister au sein d'une alliance bancale entre le Parti écologiste, le PS et le Front de gauche qui seront amenés à gouverner ensemble en cas de victoire de François Hollande. Donc c'est des exemples très concrets qui peuvent parler quand même à nos auditeurs pour voir l'incohérence des politiques qui pourraient être menées au niveau national et qui sont également illustrées au niveau local. Je pense que c'est important aussi de voir justement sur des sujets très concrets l'impact que cela peut avoir. L'aéroport, un accord avec les Verts sur lequel vous êtes en désaccord, un Premier ministre potentiel qui se retrouve avec un caillou de cette taille dans sa chaussure. Cet aéroport, c'est votre épine dans le pied, clairement, en cas de victoire. Non mais je vois bien la logique qui consiste à faire l'inventaire de l'ensemble des projets locaux sur lesquels il y aurait un désaccord entre les Verts, le Parti Socialiste et le alors Front là, de c'est gauche. quand même un gros projet local. Et non mais c'est un projet à dimension régionale, mais c'est pas un objet de clivage. Non mais permettez-moi de terminer en disant que ça n'a jamais été un objet de clivage au plan national entre les Verts et le Parti Socialiste quant à la signature de l'accord. La preuve, c'est que sur ces questions, effectivement, l'accord n'a pas été trouvé sur cette question précisément. Ça n'a pas empêché le Parti Socialiste et les écologistes de signer un accord sur le fond, ensemble. Donc voilà, que vous nous signalez le fait qu'on n'est pas semblable, d'accord, mais on n'est pas pareil. Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Front de Gauche, on est différents. Mais on décide que cette pluralité peut fonctionner ensemble pour faire une nouvelle politique en France. Je vous rappelle que cette pluralité doit avoir une cohérence de vision et non des flous que vous menez de manière importante. D'ailleurs, pour revenir sur l'accord du nucléaire, François Hollande est revenu sur ses propositions. Un accord qui a été mené sur des bases électoralistes pour des circonscriptions. Vous savez très bien, de 75 comme à moi, 50% que vous avez mené de ces part de négociations nucléaire pour pour des l'énergie, élections électoralistes. fermeture de Fessenheim, c'est clair et net. Avec une réduction du nucléaire qui a été affichée en fait dès l'accord avec des retours sur les engagements pris. Non, pas du tout. Les engagements sont les mêmes depuis le début de la campagne. Ils sont dedans et vous avez des engagements très clairs sur la question énergétique. On va devoir passer à un autre sujet malheureusement. Concernant, et conclure très vite, bientôt, concernant la vie publique, vie politique, vous avez, chacun dans vos partis ont eu leur lot d'affaires. Guérini, Carlton, Karachi, c'est pas encore fini, on verra. Alumari, Eric Woerth, et j'en passe. Nicolas Sarkozy promettait de moraliser la vie publique, je crois, en 2007. Est-ce qu'il a réussi? Bon, je pense déjà qu'il ne faut pas partir dans les petites affaires et ramener le débat politique aussi à un sujet, ramener le débat politique aussi sur des sujets importants. Parce que je pense que les Français sont en attente, en plus de ce débat de second tour, d'avoir des sujets qui les préoccupent. C'est important d'avoir des élus irréprochables quand même. Tout à fait. Au niveau de la moralisation de la vie politique, je rappellerai que la réforme constitutionnelle menée en 2007
fait, a donné plus de pouvoir, notamment au Parlement, a permis à l'opposition d'avoir des postes importants tels que la présidence de certaines commissions, donc a rendu le débat public plus transparent. Je rappellerai également que cette réforme constitutionnelle a donné de nouveaux droits, tels que aussi pour les citoyens, par exemple, le droit de saisir le Conseil constitutionnel. Donc sans rentrer dans des éléments trop techniques, cette moralisation de la vie politique a été introduite grâce à la réforme constitutionnelle. Donc les affaires dont vous parlez, effectivement, ne traduisent pas non plus l'ensemble de tout ce qui a pu être mis en place. Et je pense que les électeurs sont vraiment en attente, justement pour ne pas tomber dans le populisme qui nourrit les extrêmes, de parler des sujets de fond et de ne pas... Quand même, Nicolas Sarkozy promettait une république irréprochable. L'affaire de son fils à l'EHPAD, par exemple, c'est quelque chose qui a fait du mal à son image. C'est quelque chose qui a pu nourrir le vote FN. Alors je rappellerai qu'il n'y avait aucune irrégularité ou malversation dans l'affaire de l'EHPAD. Il s'agissait d'ailleurs de... Peut-être un peu de népotisme. Il s'agissait d'ailleurs de ne pas occuper le poste de la direction de l'EHPAD, mais d'être intégré au sein du conseil d'administration. Je pense que plus largement, le sujet de la moralisation de la vie politique est un sujet important. Malgré tout. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que c'est important. Et je pense que de donner plus de pouvoir au Parlement, ça participe à la moralisation de la vie politique. Donner de la place à l'opposition, la présidence de la Cour des comptes, c'est Didier Migaud, un socialiste, grâce à l'action menée par Nicolas Sarkozy. Ce sont des points importants. Ça, c'est la véritable moralisation de la vie politique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans le programme de Nicolas Sarkozy pour poursuivre ce mouvement qui est engagé? En termes de moralisation de la vie politique, au niveau d'interdiction du cumul des mandats, le chef de l'exécutif local et un mandat national. Donc là, il y a également l'interdiction de ce cumul de mandats qui est marqué dans notre proposition. Voilà, tout à fait, très clairement. Donc ce sont peut-être des choses aussi qui sont en débat. Introduire une dose de proportionnalité, puisque là ça fait aussi partie de notre programme, et réduire le nombre de parlementaires pour répondre aussi à l'attente des Français. Donc il y a tout un axe qui est basé sur la moralisation de la vie politique. Tristan, pour rebondir sur le cumul des mandats, justement le PS a son lot de cumulards, ils sont très nombreux. François Hollande a dit qu'il limiterait le cumul des mandats, c'est-à-dire que les parlementaires et les membres du gouvernement n'auront pas le droit de cumuler un exécutif local. Il est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'il n'interdit pas totalement le cumul des mandats. On peut toujours être conseiller municipal et ministre, conseiller municipal et député. Est-ce que c'est pas un peu mou du genou, cette moralisation et cette réforme du politique? D'abord, moi je suis assez circonspect sur le terme de moralisation, parce qu'il renvoie à l'idée que la politique aujourd'hui serait pas morale. Moi je pense que le débat qu'on a en ce moment, au contraire, il est très moral et il faut débattre politiquement. Et il n'y a pas lieu de moraliser les choses. Par contre, il y a lieu de renforcer la démocratie. Et donc, à cet égard, il y a des réformes qu'on propose, notamment sur le cumul des mandats, qui, à mon avis, participent du renforcement de la démocratie dans notre pays. C'est mot du genou, je ne crois pas. Il n'a jamais été question ou alors chez quelques-uns, mais en tout cas, la question qui a toujours été au centre, c'était précisément d'empêcher le cumul de fonctions exécutives qui prennent du temps avec d'autres fonctions qui prennent également du temps. Parce que dans ces cas-là, lorsqu'on cumule plusieurs exécutifs locaux et un mandat national, par exemple, c'est pas vrai qu'on mène soi la politique, c'est l'administration. Donc c'est pas le représentant politique du peuple qui décide, c'est les autres personnes. Donc moi je pense que... Pour clarifier les choses, est-ce qu'il ne faudrait pas dire allez, on arrête le... Non, c'est la proposition de François Hollande, elle est très sérieuse, elle est très concrète et elle est franchement révolutionnaire. Si demain aucun parlementaire ne peut cumuler une fonction d'exécutif local, on aura quand même fait un pas important pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. Et à ce sujet, puisqu'on approche la fin du débat, moi je considère que le droit de vote des étrangers résidant en France aux élections locales participe également du renforcement de la démocratie. Et ça n'est pas le score du Front National qui nous fera bouger d'un seul pouce sur une question comme celle-là. On pense que c'est un élément central pour la démocratie de demain.
La transition est impeccable. Anaïs, un mot sur le droit de vote des étrangers. Et plus largement sur le renforcement de la démocratie, je pense que c'est un élément qui est intéressant. C'est à vous le tirage au sort à déterminer que c'est à vous de conclure, donc on va finir là-dessus si vous voulez bien. Alors le renforcement de la démocratie, tel comme je vous l'ai dit, en fait, c'était effectivement donner des pouvoirs, plus de pouvoirs au Parlement, c'est assez illustrant, donner des postes à l'opposition, ça permet justement d'avoir un vrai débat démocratique, notamment avec la Cour des comptes ou avec la Commission des finances. Donc nous sommes attachés en fait à un débat aussi de transparence, de démocratie, pour que les enjeux soient plus clairs pour les citoyens, hein, tout simplement, effectivement. Concernant le droit de vote des étrangers aux élections locales, je pense que ça ne participe pas, comme vous le dites, à la démocratisation, puisque ça favorise l'intégration. Alors, favoriser l'intégration passe également par l'acquisition de la nationalité qui, elle, permet le droit de vote. Or, je rappellerai que le droit de vote n'est pas lié au paiement de l'impôt. Sinon, nous revenons au suffrage censitaire. Alors là, nous n'étions pas du tout nés, n'est-ce pas? Mais cela dit, un rappel, comme je l'ai dit, aux aspects historiques peut être important pour éclairer le débat. Tout le monde paye l'impôt. Via la TVA au moins. Tout le monde paye l'impôt. Mais le ramener, le lier au droit de vote, il n'y a pas de lien avec le droit de vote. Non, je signale le fait que tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre aux finances publiques, au bien commun. Et donc à partir de là, il est légitime que ceux qui contribuent comme ça au bien commun, au financement de nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, etc., puissent prendre avoir chapitre, le droit de vote est avoir les droits en face des devoirs. Le droit de vote est lié à l'acquisition de la nationalité et de la citoyenneté. La citoyenneté en France est issue. C'est le pacte même, le fondement même de notre pacte républicain. Donc il s'agit en fait mieux intégrer, justement, vous parliez d'intégration, c'est un point important, puisque justement notre politique d'immigration a pour objectif de mieux intégrer. Et contrairement à des propos tenus, elle n'a pas pour objectif d'excludente, mais une intégration réussie des populations qui justement arrivent pour leur permettre d'avoir une vie plus digne en France. Et justement, le droit de vote des étrangers aux élections locales, pour ma part, ne participe pas à la démocratisation. Je pense que c'est aussi un élément qui a pu être mis d'ailleurs un petit peu en épouvantail par la gauche et qui a contribué mécaniquement à faire monter le Front National. Ce sont les derniers mots de la fin de ce débat présidentiel co-organisé par le Mensuel de Rennes, RennesTV.fr, Canal B, la Radio Campus Rennes. Merci à tous les deux d'avoir été présents ce soir. Vous avez honorablement préparé le terrain avant le grand oral de vos candidats respectifs ce soir. Merci à l'Atelier de l'Artiste de nous avoir suivis. Merci au public présent ici. Merci à vous derrière vos ordinateurs. Et à bientôt pour un autre débat. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce débat en vidéo sur les sites du Mensuel de Rennes, sur Rennes TV et sur Rennes TV, nos partenaires qui sont derrière la caméra, là, qu'on salue bien. Voilà, merci à vous. Merci à vous, en tout cas, d'avoir organisé ce débat. Oui, merci. Merci.